Ça marche. Voilà. Super. OK. Donc voilà, je vais essayer. Voilà. Alors, est-ce qu'à minima, tout le monde voit les deux écrans côte à côte? Oana, est-ce que tu vois bien les deux écrans côte à côte? Moi, je vois en galerie. D'accord. OK. Bon. Donc, ça, apparemment, on n'arrive pas à épingler pour que tout le monde voit pareil, mais c'est Alors, on pas. va dire que ça ne va pas enlever la substance des belles paroles que nous allons échanger. Et on ne va pas se perdre plus de temps dans des contingences techniques, si vous voulez bien et si tu veux bien, Oana. Désolé pour cette interruption. Eh bien, merci d'avoir accepté d'échanger ces rôles. Pour moi, c'est un grand plaisir de contribuer au festival et surtout de pouvoir te mettre non pas sur le feu de la cheminée, mais sur mon questionnement et en espérant que tout ça soit extrêmement fécond. Alors, très rapidement, moi, si tu veux bien, je vais retracer ton cursus de façon extrêmement sommaire. Donc, question formation, tu suis la courbe du soleil, hein, tu es parti de l'Est et tu vas aller à l'Ouest, parti de Roumanie, passer par la France centrale, passer au MIT, et puis après des péripéties dans l'informatique, etc., tu te fixes en France. Et puis là, c'est la grande passion qui te prend pour l'agilité et tu ne l'as pas quitté, même si maintenant tu es devenue entrepreneuse avec l'agilité. Est-ce que ce résumé te sied? Merci beaucoup, Jean-Hugues, pour cette présentation. Donc, en effet, Wana Junku, moi, j'aime beaucoup me présenter aujourd'hui comme un DJ de leadership agile qui mixe toutes les pratiques pour que les gens soient contents et fiers, surtout fiers de ce qu'ils réalisent. Et puis aujourd'hui, je suis absolument ravie d'accepter cette inversion de rôle d'interview. Donc, j'ai organisé ces interviews avec plusieurs invités. J'ai demain un avec Stéphane et d'autres la semaine prochaine, si vous voulez vous venir avec grand plaisir. Et ce soir, Jean-Hugues m'a proposé d'intervertir les rôles et de prendre lui le rôle d'animateur, et je suis son invitée dans les dialogues au coin du feu sur le leadership agile. Super. Alors, vous voyez qu'il y a un petit encart publicitaire bienveillant pour le festival en bas de ma caméra. En fait, c'est l'adresse de quelque chose qui a été lancé mardi et qui s'appelle le mur des idées. Donc, voilà le message promotionnel que l'on va poster sur LinkedIn. En fait, le mur des idées, c'est quelque chose qui va être actif et ouvert jusqu'au 25 février. Donc, c'est un mural dans lequel tout le monde peut contribuer et aller poster des idées, des réactions, des commentaires sur l'agilité du passé, l'agilité du présent, l'agilité de l'avenir, un peu comme les trois esprits de Noël d'Ebenezer Scrooge, admirablement décrits par Charles Dickens. Donc, normalement, ce bandeau est là pour vous permettre de noter cette adresse en espérant que vous aurez des contributions fécondes. Et tout ça va servir à faire, à l'issue du 25 février, un travail d'illustration qui va être synthétisé sous une forme d'une fresque avec des contributions de facilitateurs graphiques, d'illustrateurs, etc., etc. Mais revenons au sujet, Oana. Moi, j'aimerais bien te connaître un peu plus personnellement. Donc, si tu veux bien te prêter à l'exercice du portrait chinois modifié, je vais te poser 7-8 questions qui vont être effectivement au début portrait chinois et puis qui pourraient dériver un petit peu. Je m'en excuse d'avance si ça te taquine. Si tu étais un végétal, qu'est-ce que tu serais? Si je serais un végétal, je serais sûrement un arbre. Une musique? Si je serais une musique, une fugue de Bach. Un Oui, personnage? Ah, pardon. oui, je ne sais pas si c'est une fugue ou un quintet, mais voilà, une fugue. Allez. Une personne célèbre. Une personne, c'est Marie Curie. Un personnage de livre ou de pièce de théâtre. Un personnage de livre, Emma de Jane Austen, du roman. D'accord.
Est-ce que tu peux nous dire ton trait de caractère principal? Est-ce que l'enthousiasme, c'est un trait de caractère? C'est un excellent trait de caractère, c'est un mot magnifique. Enthousiasme, ça vient du grec entheos, en c'est dedans, et théos c'est le Dieu, et l'enthousiasme c'est le petit Dieu qui est en nous et qui rit. Donc c'est un trait de caractère magnifique. Superbe. Merci Rena pour ce moment de poésie. Et quel est ton rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur, c'est l'harmonie. L'harmonie en tout, en tout ce que j'entreprends, dans la relation avec les autres et, euh, et vivre dans une bibliothèque. Super. Alors, avec toute la correction qui sied à cet estimable festival, quels sont tes 3 mots préférés? Mes 3 mots préférés, j'ai jamais pensé à des mots préférés, mais beau, copieux et et quelque chose autour du, je ne sais pas si c'est respect, mais autour du respect. D'accord. Alors imagine qu'un petit génie de l'agilité, là, t'accorde un vœu, quel serait-il? Pouvoir travailler en authenticité, c'est-à-dire, pour expliquer un peu, pouvoir venir comme on est D'accord, dans les interactions avec les gens et surtout dans les interactions professionnelles. super. Merci, Ona. Je vois 2 fleurs sur ton écran, une derrière toi et une qui n'est que toi. Et eu égard à cet exercice de portrait, je pense qu'effectivement, il n'y a pas que de l'arbre en toi, il y a aussi de la petite fleur. Merci, Oui. Ona. Est-ce que tu pourrais, en une phrase, nous faire ta définition de l'agilité? Ma définition de l'agilité dans une Oui, phrase est s'adapter, écouter pour s'adapter tout en gardant le cap pour obtenir un résultat, sans être crispé sur le résultat. d'accord. Super. Et est-ce que tu pourrais nous donner maintenant ta définition du leadership, hein, puisque tu mixes les pratiques Oui. dans le cadre du leadership? Est-ce que tu peux nous donner une petite définition de ce que toi, tu vois comme étant le leadership? Le leadership, c'est la capacité de prendre la responsabilité de nous-mêmes pour être au service des autres. C'est une très belle définition. Est-ce que être leadership en leadership agile, c'est être uniquement en leadership, mais est-ce qu'il y a une coloration particulière du leadership dans l'agilité selon toi? Ça, c'est une question auquel j'avoue que je réfléchis depuis un moment. Je me dis, OK, leadership et agile, mais pourquoi du leadership agile? Et c'est peut-être mixer les deux éléments de la définition de leadership que je viens de donner, qui est pour moi être au service des autres tout en prenant la responsabilité de sa propre vie, avec une colorature de pouvoir s'adapter, prendre ce que vraiment, prendre ce qui est et faire avec ce qui est sur le terrain, s'adapter à la réalité qui change et s'adapter aux réactions des autres, aux perceptions des autres, parce qu'il y a réalité et perception Mhm. aussi. Donc, en général, nos perceptions sont plus réelles que la réalité dure. Donc, c'est ça, c'est incorporer la dimension adaptation de ce qui est, c'est ce qui est différent
ce que nous souhaitons et ce que nous attendons. Voilà. D'accord. Donc, il y a une distinction à faire entre la vérité et la réalité, certainement. Y a-t-il une distinction à faire entre réalité et vérité? Je ne suis pas sûre. Si la vérité est la vérité de chacun, donc il n'y a pas de vérité absolue, probablement. Mais là, on entre vraiment dans des champs philosophiques. D'accord. Alors, le manifeste agile, en fait, nous fêtons les 20 ans du manifeste agile, nous souhaitons encore longue vie. Est-ce que ce manifeste agile peut encore apporter aujourd'hui quelque chose dans la définition ou dans l'exercice du leadership agile? Je pense, oui, ce qui est la force du manifeste agile, comme la force d'autres principes qui sont très forts, une constitution, c'est de donner de l'ancrage. Un ancrage et des repères, et on peut se retrouver dans ces repères ou pas. Mais l'idée, c'est que ces repères sont là et sont là pour nous rappeler que si l'agilité est quelque chose qui nous a parlé à un moment donné, c'est parce que ces principes du manifeste agile nous en ont parlé à un moment donné. Et je pense que elles sont des valeurs universelles. Tu parlais de la vérité et du coup, ça me revient que ça peut, je ne sais pas si la vérité existe, mais des valeurs qu'on partage, ça peut exister. Et que les principes du manifeste agile sont des valeurs que nous pouvons partager et qui sont des valeurs fortes et que nous n'avons pas vraiment besoin d'ajuster. On peut enrichir, on peut donner d'autres décryptages, mais je n'ai pas l'impression de devoir les ajuster. Et maintenant, quand j'y pense, je me demande si c'est intéressant de les évoquer ici, encore une fois, où tout le monde qui est avec nous les connaît par cœur déjà. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on peut les réévoquer et surtout, tu peux les réévoquer en disant comment ils te parlent à toi. Donc, il y a 12 principes d'ailleurs, mais dans les 12 principes, ce sont 4 qui sont vraiment celles qui ont porté l'agilité. Et qui est le premier, celui qui résonne le plus avec la communauté agile, j'ai l'impression, c'est l'interaction entre personnes plutôt que le suivi d'un processus. Et pour moi, parce que tu me dis de dire ce que ça évoque pour moi, ce premier principe, c'est ce principe, c'est une autre définition de l'adaptation. La capacité de s'adapter, c'est avoir des repères, parce qu'on en a besoin d'avoir des repères, et ça c'est le processus, mais en même temps, interagir s'enrichir dans l'idée de création collective. C'est un principe d'intelligence collective, c'est ce principe du manifeste agile. S'enrichir de la connaissance de tous ceux qui contribuent à un moment donné à un écosystème pour adapter et améliorer le processus. Donc ça, c'est un principe. Le deuxième, c'est la collaboration avec le client plutôt que négocier le contrat. Et en me le disant maintenant, je me dis, mais c'est pratiquement la même chose, mais orienté client. C'est
Si on me dit que le contrat, c'est un processus quelque part, donc c'est quelque chose qui a des articles, des étapes, des clauses, et le client, c'est une autre personne, bah, l'interaction et la collaboration avec les clients crée cet espace d'intelligence collective avec le client qui est beaucoup plus riche que ce qu'on aurait pu stipuler à un moment donné de l'interaction avec le client, et qui peut être dépassé. Et pour moi, ce principe résonne vraiment très fort dans l'idée que la collaboration est porteuse de confiance, tandis que la contractualisation, par défaut, est porteuse de méfiance. Voilà. Donc, c'est le deuxième principe. Le troisième, et c'est celui-là que personnellement je l'ai adapté, c'est le principe qui a ancré l'agilité dans le monde de l'informatique, parce que c'est un principe qui est très connoté informatique, avoir un logiciel qui fonctionne plutôt qu'une documentation exhaustive du logiciel. Et c'est ce que veut dire, c'est qu'il est important, c'est le résultat, non de déclarer quel est le résultat qu'on pense avoir. Et du coup, pour sortir l'agilité, parce que tous ces principes s'appliquent, à mon avis, très bien dans la vie et l'interaction des personnes en dehors de l'informatique. J'ai adapté ce principe un peu en disant faire plutôt que dire ce que nous allons faire. Et là, du coup, l'idée de faire, c'est d'avoir un résultat, qu'il soit en informatique ou pas en informatique. Donc voilà, j'ai fait un petit tour de 3 des principes fondamentaux du manifeste agile. Je ne m'attarderai pas sur les autres parce que sinon, je me sens très un monologue. D'accord. Donc, on va passer à quelque chose qui est plus basé sur ton expérience. Est-ce que dans ton parcours, il y a une expérience où tu as toi-même été en leadership agile, où tu as assisté ou observé quelqu'un qui était en situation de leadership agile, et dans ce vécu que tu as eu, tu as senti que la personne en état de leadership et ceux qui étaient sous sa sphère d'attraction étaient complètement investis, motivés, et que ça a donné un résultat extraordinaire. Est-ce que tu as une expérience comme ça à partager avec nous? Tel que tu me l'as demandé, ça sonne comme une expérience idéale de leadership. Une expérience réussie, à minima. Oui, oui. Donc, ce que j'ai je peux dire que j'ai comme expérience, donc mon expérience est plutôt d'accompagner les leaders euh, pour reconnaître leur leadership authentique et être à l'aise avec cette posture de lâcher prise et adaptation. Et je ne saurais pas dire si dans mon expérience, j'ai rencontré quelqu'un qui était 100% dans cette posture de lâcher prise, mais, ce qui m'a semblé, moi, des moments, m'ont semblé des moments très, très précieux, ce sont des moments de prise de conscience de leader, à quel point c'est un travail personnel à faire, de lâcher prise et faire confiance aux équipes. Et au moment où on a passé ce cap, parce que c'est un passage, à
avoir ce retour de cadeaux des équipes, parce que là, on parle, du coup, je suis partie plutôt sur un exemple de management, des équipes qui se sentent épanouies, plus écoutées, parce que plus écoutées, et en même temps, regarder avec des yeux émerveillés le résultat de ce qu'un collectif peut obtenir quand le leader leur fait confiance, lâche prise et faire confiance. Donc c'est ouais, c'est l'expérience de mon point de vue, ce qui était le plus touchant, c'est de voir cette transformation, ce parcours de changement, le courage de lâcher prise, parce que là, c'est quelque chose qui est pour moi important et précieux de dire, c'est que le lâcher prise n'est pas quelque chose de simple, et que on a bon de dire aux managers, bah, maintenant, vous allez mettre en place des pratiques plus collaboratives et la décision est partagée, et puis les donner plus d'autonomie. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on peut donner de l'autonomie, on peut créer un cadre qui donne de l'autonomie. L'autonomie se prend, c'est aussi un acte de leadership. Et les équipes, enfin, chaque personne dans l'équipe a aussi un chemin à faire pour accéder à son propre leadership. Mais pour revenir, c'est ce parcours d'avoir le courage de renoncer au contrôle. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Fradin qui dit que la maîtrise ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. Est-ce que tu partages cette maxime? Absolument, c'est très, très joliment dit. Oui, ouais. La maîtrise de partager. Donc, est-ce que le leadership, finalement, la première force, est-ce que c'est pas précisément cette renonciation à la volonté de contrôler, de commander absolument tout ce qui est dans sa sphère d'influence? Oui, 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 oui. Pour moi, c'est absolument une attitude de leadership. Et là, je rejoins une autre notion qui m'est très chère, c'est le leadership par la vulnérabilité. Parce que quelque part, quand on lâche prise, on accède à notre propre vulnérabilité qui est, j'ai l'habitude de dire, c'est un acte de générosité vers les autres. On est soi-même vulnérable tout en pouvant être inspirant. Parce que je pense que l'exemplarité, une façon d'être exemplaire, c'est de montrer ses vulnérabilités. Voilà, on fait résonner une corde culturelle. Parce que Oui. vulnérabilité, c'est faiblesse. Faiblesse, on n'est pas loin de l'échec. On est dans un système où on baigne dans une culture où dès la scolarité, la note sanctionne les mauvais résultats, etc. Donc, est-ce que c'est pas un frein extrêmement important ou une bonne résistance là, qui crée la difficulté de faire la transition entre le manager directif et le leader qui accepte cette vulnérabilité? Et tu as parfaitement raison. Oui, tout à fait, Jean-Hugues. C'est qu'aujourd'hui, changer ce paradigme de leadership et devenir un leadership agile, c'est-à-dire un leadership qui est en pleine écoute et qui s'adapte et qui lâche prise, c'est un exercice extrêmement difficile parce qu'il y a une culture du succès qui est très enracinée. La culture du succès voulant dire des bonnes notes, oui, des bonnes notes, et aucun échec. Échec aussi avec une définition très normée de ce que ça veut dire échec, parce que ça, on en pourra en parler dans le monde, dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire avoir échoué?
tout apprentissage n'est pas un échec. Mais c'est échec, la définition de l'échec, c'est a l'air d'être arriver à un résultat que j'ai planifié ou quelqu'un d'autre a planifié pour moi. Donc, c'est très, c'est finalement, c'est très enfermant le leadership directif. J'ai l'impression aussi que c'est une source de souffrance. Parce que quelque part, en tant que leader directif, je porte la responsabilité du monde, donc qui ne m'appartient pas pour arriver à un résultat qui forcément ne dépend pas que de moi, ou bien je subis la définition du succès ou d'un résultat que quelqu'un d'autre a donné pour moi. Donc, on est dans un monde d'esclavage psychologique dans le monde de management directif. Mais l'éducation et le formatage de l'entreprise, il est tellement là-dedans qu'il est très, très, très dur de commencer juste par prendre sa vie en main, comme tu disais. Parce que ça, c'est un premier acte de leadership, on a la responsabilité de nous-mêmes. Et en prenant la responsabilité de nous-mêmes, nous pouvons être un leader et puis apporter au monde, à nos équipes, à notre entreprise, de ce qu'ils ont besoin selon nos expertises et nos compétences. Alors, dans la trousse à outils et le bagage du bon leader, entre guillemets, hein, sans jugement de valeur, bon, j'ai cru comprendre qu'on ne naît pas leader, on le devient, parce qu'il y a cette phase de renonciation qui est extrêmement importante, de lâcher prise, comme tu l'as admirablement défini. Alors, quels sont les leviers qui permettent à un manager de passer, de trouver le chemin escarpé dans la montagne qui va lui faire passer vers une autre contrée bien plus agréable et dans laquelle lui-même et ses équipes s'épanouissent mieux? Quels sont les leviers qui permettent de devenir un leader agile avec beaucoup de félicité et de réussite? Je dirais que le premier levier, c'est son envie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, justement, le titille pour changer? C'est ce parcours de devenir un leadership agile, c'est un parcours, j'aime beaucoup dire ça, c'est comme le voyage de l'héros. Et dans le voyage, dans la narration de l'héros, on s'inscrit dans ce voyage s'il y a quelque chose qui nous pousse, il y a un élément qui nous sort de notre du quotidien, on a envie de bouger. Et ça, sans cette envie, il n'y a pas un vrai parcours. On peut avoir un parcours de faire semblant. Et quand je dis ça, ce n'est absolument pas pour accuser des managers qui sont obligés, mais c'est si tu me parlais de la félicité et d'arriver à vraiment avoir des équipes épanouies, il faut travailler sur l'envie profonde du manager. Et s'il n'a pas envie, je pense que le levier de l'accompagnateur, du coach, c'est de la respecter. De respecter et comprendre pourquoi il n'en a pas envie. Parce que si on essaie de creuser et comprendre pourquoi il n'a pas envie, peut-être qu'il aura envie. Ça peut être un chemin de prise de conscience. Mhm. Alors, il y a un mot que nous n'avons absolument pas prononcé depuis le début de cette interview, de cet échange, c'est le mot méthodologie. Et Oui. à la lumière de ce dont on discute, qui est quand même des facettes plutôt humaines, on a l'impression qu'il n'a pas trop sa place dans le débat.
Toi, c'est quoi ta positionnement par rapport à l'émergence de frameworks à l'échelle, d'une quantité de solutions extrêmement commerciales et extrêmement soutenues, marketées, etc. Est-ce que tu penses que l'avenir de le leadership trouve ses fondations dans cette chose-là, ou il y a peut-être autre chose? Je pense avoir déjà la réponse. Alors, si tu veux, aujourd'hui, c'est vrai que ce modèle méthodologie, méthode, process sont un peu trop restrictives. En soi, je pense que c'est intéressant d'avoir des repères. Nous, les êtres humains, nous avons besoin des repères. Justement, on parlait du manifeste agile. Le manifeste agile sont des principes, ce sont des repères. Avoir de recettes aussi, ça nous fait plaisir, surtout ce qu'on dit les recettes quand on démarre. Quand nous démarrons, c'est bien de pouvoir suivre une recette. Donc, pour cette raison, je pense que les méthodes peuvent avoir leur utilité. Là où il y a deux choses par contre, qui me gênent dans les méthodes, c'est leur caractère limitant du moment dans lequel on commence à avoir notre propre expérience et expertise, savoir jouer et en sortir. Et du coup, c'est là où je trouve que c'est un non-sens, c'est de dire qu'on est expert dans une méthode. Parce que du moment où on a devenu expert, nous n'avons plus besoin de la méthode. Ça, c'est une partie de la réponse. Et la deuxième qui me tient à cœur, c'est attention aux méthodes, parce que les méthodes et les frameworks nous aident de rester dans un biais de rationalisation et de productivité et même, je dirais, de consumatorisme dans lequel le XXe siècle nous a baignés. Donc, du coup, ce sont des repères. Tu parlais des frameworks à l'échelle. C'est comme faire de la production de masse. Parce qu'on lie la productivité à la production de masse. Donc, du coup, pour moi, c'est ça. Attention aux frameworks parce qu'elles nous poussent à produire plus de ce que nous avons besoin, et puis peut-être sans avoir du sens. Eh bien, merci, Oana. On va laisser un petit peu un espace pour les questions sur le fil de discussion, si vous en avez. C'est le moment de vous exprimer librement, il n'y a pas de souci. Yann nous fait remarquer que le lâcher-prise fait penser aux managers qui font du laisser-faire. Et il croit que les managers pensent que ce n'est pas sérieux de manquer de cadrage et de maîtrise. Donc, oui, en effet, nous avons parlé de la culture dans l'éducation, qui est qu'est-ce que c'est avoir du succès. Et puis, être un manager professionnel, c'est vrai qu'il y a une croyance que le manager professionnel contrôle et sait ce qui se passe absolument dans son équipe, d'une part, parce que son boss attend ça, peut-être. C'est sa croyance ou c'est peut-être vrai. Et que lâcher prise et laisser la décision, laisser de l'autonomie, c'est lié avec une espèce de paresse ou de manque de professionnalisme, de manque de savoir. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, et le travail pour moi, c'est de changer ce paradigme. C'est pour ça que ça me semble important de commencer le travail ou faire ce travail avec
les managers qui sont aujourd'hui de plus haut niveau, parce que c'est de là que ces croyances peuvent descendre. Donc, si le manager qui est au plus haut accepte de renverser la pyramide et être au service de ces managers et peut affirmer que lâcher le contrôle permet de faire émerger des résultats qui sont adaptés à ce que le client ou l'écosystème en a besoin, plutôt que demander une stratégie ou imposer une stratégie qui descend dans les échelles. Donc, si lui-même ou elle-même, elle est prête à faire ça, le reste de la chaîne se détend par la suite. Alors, Véronique pose une question relative à l'approche voyage du héros. Elle souligne qu'il y a une démarche personnelle de prise de conscience du leader agile et que cette démarche n'est pas nécessairement favorisée par des environnements très hiérarchisés et cadrés. Par exemple, l'armée. Et donc, son interrogation, c'est est-ce que dans des contextes comme ça, il y a moyen quand même de faire une ouverture? Je ne connais pas vraiment le milieu de l'armée, mais ce que j'ai pu voir par de recherches, mais des recherches pointues dans ce milieu-là, c'est il y a une ouverture vers faire autrement, et il y a beaucoup d'études comportementales et de performances humaines qui viennent du milieu de l'armée. En fait, c'est assez étonnant. Après, je ne sais pas comment ça s'applique, si ça reste dans le domaine de la recherche de l'armée ou de la performance, mais il y a plus d'agilité, j'ai l'impression, dans l'armée que ce qu'on pense. Et ça, c'est juste ma réponse, mon explication. Je pense que l'armée, de fait, dans des situations sur le terrain, a besoin de s'adapter et être efficace et performante. D'ailleurs, pour définir l'agilité, du coup, j'ai envie de donner cette métaphore un peu militaire, mais moi j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est que l'agilité est comme dans les principes d'agilité sont comme les principes de 3K. Ça vient de l'anglais, des équipes d'intervention de commando. Donc les 3K sont keep in touch, 3K pour rester en vie. Le premier, c'est keep in touch, donc rester toujours connecté avec les autres. Keep the high ground, donc regarder toujours à l'horizon. Donc jamais, mais avoir une vue d'ensemble, et keep moving. Donc, ne jamais s'arrêter. Et du coup, je me disais, tiens, ça ressemble un peu à l'agilité. Donc, mais ça, ce sont vraiment des principes qui viennent du commando. Et pour finir sur la réponse sur l'armée, il y a un courant de pensée qui sont les organisations hautement performantes et qui se basent sur justement le manque de contrôle et justement pas le démantelant de hiérarchie, parce que ça reste hiérarchique en armée, mais c'est la capacité de prendre des décisions à tous les niveaux et à contrario d'éventuellement de niveau hiérarchique. Et pour finir, un livre qui est passionnant, qui s'appelle, je ne crois pas qu'il est traduit en français, c'est Turn the Ship Around, David Marquette, qui était commandant de sous-marins nucléaires aux États-Unis, et il raconte comment il a
mis en place justement des pratiques collaboratives et comment son sous-marin était devenu un de plus performants et plus fiables de l'armée. Mm. Voilà. Super. Alors, Yann fait une remarque pertinente en disant que la personne qui a révolutionné la société Favi, qui est des piliers de changement de paradigme au sein de l'entreprise, et d'ailleurs qui lui a permis de survivre à une concurrence féroce, c'est quelqu'un qui était un parachutiste. On peut citer aussi, il y a un grand chef étoilé français qui était militaire, etc. Ça semble corroborer complètement ce que tu dis. Je pense que l'histoire le fait aussi parce que Napoléon a inventé énormément de choses qui trouvent leur pendant dans l'agilité. Et donc, Yann fait également remarquer qu'il y a un vocabulaire qui se développe comme supérieur, hiérarchie, etc., qui fait un peu des échelles de valeur, etc. Et est-ce que ça favorise pas est-ce que ce n'est pas un frein précisément à l'épanouissement du leadership, etc. Ça contribue peut-être au carcan culturel. Sûrement, oui, oui, c'est vrai que le langage est, est une image de notre culture et de nos croyances. Et l'idée du supérieur, à mon avis, c'est lié à des privilèges. Et ça vient de là, ce carcan. Quand on est supérieur, ça veut dire qu'on a accès à d'autres privilèges et que du coup, nous sommes reconnus. Et nous sommes reconnus parce que nous avons qualité d'en avoir des privilèges. Donc, c'est vrai que ce mot supérieur, il est très chargé, d'où il me semble aussi important de changer de langage. D'ailleurs, dans l'agilité, il y a aussi on parlait de méthode, mais c'est une approche de coaching à la base qui s'appelle Clean Language, qui veut aller au profond du sens que nous donnons aux mots pour prise de conscience personnelle, mais aussi pour une prise de conscience de groupe, en se disant, mais en fait, quand je dis supérieur, j'ai tout un modèle en tête et je parle et j'utilise ce mot en croyant que tous ceux qui m'écoutent auront exactement le même modèle en tête. Et l'idée, c'est quand on s'engage dans cette démarche de clean language, c'est d'essayer de prendre conscience collectivement de qu'est-ce que les mots, qu'est-ce que un mot, une phrase, une affirmation veut dire ou résonne pour chacun d'entre nous. Et c'est aussi une façon de prendre conscience de notre culture. Parce que c'est pareil, j'aime dire que la culture, c'est d'une entreprise, par exemple, c'est l'inconscient collectif de cette entreprise. Parce qu'on c'est l'ensemble des actions et des croyances qu'on en a et qu'on ne questionne pas. Quand on dit culture, c'est parfois on a cette idée d'une aspiration, de quelque chose de beau, de très policé, mais la partie de coutume que nous avons ensemble et que nous questionnons pas, ça fait partie aussi de la culture. Donc, pour revenir à la question de Yann, oui, c'est une question de vocabulaire et qu'est-ce qu'il y a derrière le vocabulaire. Et quand supérieur, c'est lié à un privilège, c'est sûr que ceux qui ont le privilège peuvent vouloir le garder. Quand j'accompagne des leads vers le leadership inclusif ou le leadership au service, ce que j'ai dit, c'est que le leader, un extraordinaire leader dans une équipe agile, c'est celui qui apporte le café le matin parce qu'il est au service de son équipe. Servant leader. Oui. D'accord.
Ok. Yann, c'est pas une question, mais fait remarquer qu'il associe Nelson aussi à Napoléon dans la volonté et l'utilisation stratégique d'aller vers l'action, de s'engager plus et d'être plus préparé et entraîné. Donc, Mm. toujours en vigilance, etc., capitaliser. En fait, c'est je pense que sous-jacent, il y a la problématique, enfin pas la problématique parce que ce n'est pas un problème, le sujet de l'apprentissage continu. Je Mm. pense que c'est le sens. Donc, et comment ça s'incube et se féconde, cet apprentissage, dans le cadre du leadership? Mm. Ça, c'est une question que je te pose. Est-ce que toi, Ah, est-ce que toi, tu préconises ou tu as des pratiques dans ta table de mixage, là, dans tes CD, des vinyles, etc., dans ta collection de morceaux mixés, est-ce que tu as des choses qui incitent à cet apprentissage continu? c'est moi, le cheminement qui me plaît le plus. Ben là, on revient, c'est marrant parce que du coup, on revient sur des approches, des pratiques, des méthodes. Comme, comme je te disais, j'aime dans, dans le mixage, j'aime beaucoup tout ce qui est clean language, qui est la prise de conscience de nos propres biais. Enfin, c'est une des méthodes, il y en a, il y en a d'autres. Euh, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est autour de se focaliser autour d'un but et se dire quel est le but commun. Parce qu'il y a quelque chose qui, dans ce cheminement pour le leadership, je me rends compte que nous, en tant qu'humains, nous, nous aimons être au service d'eux. À moins d'être, et je ne suis pas spécialiste de pathologie, mais à moins de souffrir d'une pathologie, euh, nous vivons pas tellement pour nous-mêmes. En général, on se projette sur nos enfants, sur notre famille, justement sur nos équipes. Enfin, ce n'est pas très autarcique. Et tout ce qui est connexion à finalement qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que nous voulons pour cette équipe, qui me connecte avec un alignement personnel. Ça résonne avec le but qui résonne pour moi dans ma vie. C'est un outil de mixage qui permet à un manager d'être authentique ou se connecter à son authenticité et que ça soit plus facile de devenir un leader au service parce qu'il est au service d'un but qui est plus grand que soi. Et ça, du coup, c'est beaucoup plus facile. Du moment qu'on arrive à trouver ce but qui est plus grand que nous, ce que j'ai observé, c'est infiniment plus facile à être au service et pas un directif. Au moins, c'est ma lecture. Donc, voilà, c'est prise de conscience, écoute, avec clean language ou les qualités de l'écoute. J'utilise beaucoup la théorie U parmi d'autres. Se connecter à un but. Et puis après, il y a la partie du résultat commun qui est aussi importante parce que la motivation, c'est mon avis, la motivation tient au fait qu'on a réussi à faire quelque chose ensemble. Tout à l'heure, je disais qu'il ne faut pas forcer le résultat, mais c'est important d'avoir un résultat. Parce que sinon, c'est moins motivant. Ah, il y a Jalel qui fait c'est pas exprimé sous forme de question, mais qui dit que valeurs sociétales et leadership sont peut-être en conflit de compatibilité ou en incompatibilité avec l'agilité, parce qu'on a déjà, tu as déjà moitié répondu au sujet. Oui, après est-ce que Jaël, tu veux éventuellement préciser, parce que je ne me rends pas compte si le point de Jalel,
sont incompatibles ou au contraire sont compatibles avec l'agilité? Et s'il y a une question derrière, du coup. Comme on n'est pas nombreux, éventuellement, on peut activer les micros. Oui, 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 oui. Est-ce que Jalel, tu veux poser la question Ce sera peut-être plus. ou préciser? Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci. C'est juste me référer à, vous savez, il y a des corpus de valeurs dans toutes les sociétés. Vous avez parlé de la performance, vous avez du mythe de la performance, entre autres, etc., etc. On a toujours des croyances, etc., qui font que message agile ne passe pas beaucoup en définitive. Hein. Bon, je sais pas, dans mon pays, on est, comme beaucoup d'autres pays, très fataliste, par exemple. Et on a la facilité d'accrocher beaucoup de choses à la fatalité ou au destin ou des trucs comme ça. Donc, c'est pas très, très compatible avec l'agilité en définitive. Hein. Oui. Et c'est ça, dans toutes les sociétés, il y a un corpus où il y a ce genre de valeurs et qui font que c'est un bon refuge, mais c'est un obstacle à une démarche agile ou à un esprit agile en définitive. Oui. Oui, oui, merci. J'entends, j'ai mieux compris votre remarque. Mais juste parce que vous avez dit dans votre pays, Jalal, vous venez de quel pays? Tunisie, Tunisie. Bienvenue. c'est juste voilà, l'autre côté de la Méditerranée. Oui, 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 c'est un très beau Donc, pays. ce dont je parle, en fait, commence vers le sud de la France, en définitive. Exactement, exactement. Un très beau pays. J'ai eu plaisir d'y être 2 Hein. fois. Je vous remercie. Toujours sympa d'entendre ça. Oui. Bah c'est vraiment, j'ai vraiment énormément aimé. Le fatalisme, on revient sur la culture, et ce qu'on dit, la partie de la culture qui est où on mélange l'identité, la tradition et des croyances qui nous tiennent, qui nous tirent en arrière. Et c'est vrai que c'est important ce que vous dites sur le fatalisme, et c'est un refuge. C'est un refuge parce que c'est une façon de ne pas prendre la responsabilité de soi-même. Exact. Et, et la façon dont on peut l'amener, je crois, hein, enfin, après, c'est par le questionnement. C'est ce questionnement de à quel point une personne avec laquelle je suis en dialogue a envie, je peux lui poser la question, a envie d'être responsable et d'être maître de sa vie. Déjà. Et on peut commencer de là pour devenir un peu plus, ou être un peu plus ouvert de l'agilité, dans l'agilité. Mais c'est vrai que je fais aussi parfois dans la douche froide, d'une certaine manière. Parce que en général, il y a cette contradiction. On dit, bah oui, je suis maître de ma vie, et puis, mais en même temps, il y a ce refuge dans le fatalisme parce que parfois, c'est très lourd d'être responsable. Donc pour moi, c'est cet accompagnement qui, on peut dire, ce n'est pas de l'agilité au début, mais donner de l'appétence d'avoir cette responsabilité. Si j'ai Super. Eh ben, malheureusement, le temps passe très vite voilà. dans votre compagnie et nous sommes arrivés au terme de cette session. J'ai juste une toute petite dernière question, peut-être, Oana. Oui. Comment tu as vécu cette interview?
écoute, j'ai eu énormément de plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup, Jean-Hugues, de m'avoir proposé cette inversion de rôle. Et je vous remercie à tous ceux qui étaient avec nous ce soir. Et aussi, Jean-Hugues, peut-être que tu pourras mettre dans le chat le lien vers le mural, parce que je ne sais pas si nos participants ont eu l'occasion de... Tout à fait, je vais le faire séance tenante avant que nous mettions fin à cette... Voilà. Voilà. Et le mural, il est ouvert tout le temps, donc vous pouvez aller mettre vos idées maintenant, plus tard. Je sais que plus tard, c'est plus difficile, mais après je pense que tu l'as envoyé qu'à moi, Jean-Hugues. Ah, désolé, je m'excuse de vous demander pardon. Voilà. Et s'il vous reste quelques minutes après avoir fermé cet entretien, n'hésitez pas d'aller poser vos idées et enrichir cette fresque qui finira vraiment en fresque. Donc, quelqu'un fera de la facilitation graphique sur vos idées et nous aurons un grand plaisir de vous la présenter. D'ailleurs, si vous avez des aspirations ou des talents pour contribuer sous une forme ou une autre à la réalisation de la fresque, tous les efforts seront les bienvenus, sachant que ça sera une coordination agile entre les différents contributeurs. Et d'ailleurs, il y a un événement qui est programmé le 25 à 18 h pour faire la synthèse des post-it. D'ailleurs, il y a des gens qui ont des convictions très fortes. On voit là, sur l'image le rapport de taille de certains post-it qui est particulièrement flagrant. Et donc voilà, rendez-vous pour contribuer quand vous voulez jusqu'au 25 et pour plus si affinité après le 25, sachant qu'on fera à la fois la synthèse et l'organisation des travaux d'illustration. Merci Jean-Hugues. Et si merci, Oana, ces interviews, ces interviews vous plaisent, n'hésitez pas d'aller sur le Meetup et vous inscrire aux autres. Aussi, demain, j'interviewe Stéphane Voevoda, Alice Barallon, une agiliste lundi prochain. Bon, il y a tout le programme. Magnifique. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée à toutes et tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, on peut dire un au revoir ensemble peut-être. On peut Tout le dire monde au revoir. enlève le micro et puis on se dit au revoir avec la caméra aussi. Puis, voilà, puis éventuellement, si vous n'avez pas ça dans votre tous de disc jockey, moi j'aime bien pratiquer l'applaudissement africain parce qu'il est généreux, il est tout à fait dans le sens de ce qu'on vient de vivre pendant cette heure. En Afrique, dans certaines contrées, pas toutes, la façon d'applaudir, elle distribue. Comme ça on distribue sur les autres. Je trouve que symboliquement, c'est un magnifique geste et ça va tout à fait dans l'esprit de ce qu'on vient de vivre. Donc, merci Jean-Hugues. Au plaisir de vous revoir. Au revoir à tous.